Allô, j'espère que vous allez bien. Pour bien vous expliquer l'ampleur des dégâts causés par la fast fashion, on va regarder les points en ordre de production. Si vous ne savez pas trop c'est quoi la fast fashion, vous pouvez aller regarder la dernière vidéo que j'ai faite, je vous l'explique. Donc le premier point à regarder, ça serait le tissu, puisque c'est la base de nos vêtements. Pour créer ce tissu-là, on doit utiliser des fibres textiles. Un textile est un matériau susceptible d'être tissé ou tricoté. Il désigne donc un matériau qui peut se diviser en fibres ou en fils. Ces textiles sont présents naturellement dans la nature, que ce soit d'origine végétale ou animale, mais peuvent aussi être créés en laboratoire, ce qui donne les fibres chimiques, qui se divisent en deux catégories. Les fibres artificielles qui sont créées grâce à des procédés chimiques à partir de matières renouvelables et naturelles, et les fibres synthétiques, créées chimiquement à partir de matières non renouvelables comme le pétrole. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos d'un article qui vous explique les procédés de fabrication de ces fibres-là, puisqu'aujourd'hui on va en apprendre un peu plus sur une fibre naturelle, en particulier le coton, puisqu'il compose une majeure partie de nos vêtements avec près de 20 millions de tonnes cultivées chaque année. C'est quoi du coton? C'est une fibre végétale qui entoure les graines du cotonnier, qui est un arbuste. Cette fibre est cueillie à la main ou grâce à des machines pour ensuite être transformée en fil et être tissée. La culture du coton demande énormément de pesticides, mais aussi beaucoup d'eau. Elle est responsable de 2,6% de la consommation mondiale en eau. Le coton est le troisième plus gros consommateur d'eau d'irrigation de la planète après le riz et le blé. Ça peut aller jusqu'à 10 000 litres pour produire un seul kilo. Ça, c'est selon les sources que j'ai vues. Il y en a qui disent que ça peut aller jusqu'à 27 000 litres. Tout ça va varier selon les méthodes utilisées, le besoin des sols et le climat de la région. Les produits chimiques utilisés pour aider la plante à pousser et la protéger des insectes vont aussi avoir un impact sur le sol. Il va garder moins son eau. Donc, les eaux naturelles telles que la pluie ne sont pas assez abondantes pour permettre la survie du cotonnier. C'est pour ça que l'eau est apportée artificiellement dans les champs. En sachant qu'environ 50% des champs de coton sont irrigués, on peut imaginer les dégâts. En faisant mes recherches sur le coton, j'ai réalisé que je n'avais pas envie de vous donner seulement des chiffres, mais de vous donner un exemple concret pour vous faire prendre conscience des conséquences engendrées par cette consommation-là. Oui, c'est énorme de se dire qu'un chandail prend 2000 litres d'eau pour être créé, mais c'est encore plus pire quand on regarde que derrière tout ça, il y a des vies qui sont ruinées. Aujourd'hui, on va parler d'un désastre écologique. L'irrigation a causé l'assèchement de la mer d'Aral, qui est en fait un lac. En 1960, le gouvernement soviétique a décidé d'utiliser les plaines de la région d'Ouzbékistan pour produire du coton. Ils ont donc détourné les deux fleuves qui alimentaient la mer d'Aral pour irriguer les cultures. Elle était à l'époque le quatrième plus grand lac au monde. Elle faisait 66 458 km², soit 8,4 fois la grosseur de l'Abitibi. En 50 ans, elle aura perdu 75% de sa surface et 90% de son volume, laissant le tiers du lac désertique. Mais quelles sont les conséquences de l'assèchement? Cette perte massive d'eau a eu comme cause d'augmenter la salinité du lac. Avec cette augmentation-là et la quantité énorme de pesticides utilisés pour traiter le coton qui se retrouve dans le fond du lac, presque la totalité de la biodiversité locale est exterminée. Les animaux n'y sont plus attirés et les poissons sont presque tous morts, ce qui va grandement affecter l'économie locale. Avant son assèchement, la mer d'Aral faisait vivre près de 30 000 pêcheurs. Ne pouvant plus se fier sur la chasse et la pêche, la pauvreté augmentait et une partie de la population a dû émigrer, laissant plusieurs villages abandonnés. À cause de la sécheresse et la montée des températures, le lac n'est plus inondé par les pluies et la fonte des neiges. L'évaporation de l'eau va aussi avoir comme conséquence de laisser les pesticides sur le sol asséché. Avec les vents violents qui traversent le bassin, ces produits-là affectent la population, que ce soit en contaminant l'eau potable ou en polluant l'air. Dans cette région, le taux de mortalité infantile est un des plus élevés au monde. Les cancers, les problèmes pulmonaires et les cas d'anémie sont toujours en augmentation dû à cette constante exposition aux produits chimiques. Tout ça, c'est sans parler des conditions de travail des gens qui sont dans les champs de coton. Leurs droits sont très souvent bafoués, ils sont forcés par l'État de travailler dans les champs l'été et s'ils veulent quitter, ils sont menacés de perdre leur emploi actuel ou d'être envoyés de leurs écoles. Ils doivent dormir dans des tentes près des champs. Quand ils sont blessés ou malades, ils doivent continuer à travailler pour remplir leur quota. Revenons à la mer d'Aral. Si vous allez faire quelques recherches là-dessus, vous allez voir que dans les dernières années, un barrage a été créé pour sauver la partie nord du lac. Donc, le niveau d'eau a augmenté et quelques sortes de poissons sont revenus. Leurs efforts pour sauver une partie du lac n'effacent pas toutes les conséquences irréversibles que ça a eu sur la santé des gens, sur l'économie locale et sur l'environnement. Tout ça seulement pour faire de l'argent et répondre à une énorme demande de coton. Cette demande existe à cause des consommateurs et les consommateurs, c'est qui? C'est nous. Bon, j'ai lu dans quelques articles que le coton bio utiliserait 91% moins d'eau. Après avoir cherché un peu plus loin, j'ai vu que c'était pas tout à fait exact. Oui, le coton bio permet d'économiser de l'eau,
puisque les méthodes utilisées sont vraiment différentes. Et les sols biologiques retiennent mieux l'eau et l'humidité, car ils contiennent plus de matière organique. Donc, un peu moins besoin d'irrigation, mais le besoin d'eau reste présent. C'est certain que si tout le coton était cultivé biologiquement, ça ferait une énorme différence, mais ça serait surtout sur la santé des gens qui le cultivent et sur la pollution que ça crée. Sachant qu'il y a moins de 1% du coton qui est cultivé biologiquement, on a beaucoup de chemin à faire. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est seulement 1% du coton qui est cultivé biologiquement et pour quelles raisons une si grande quantité de pesticides est utilisée pour cultiver le coton génétiquement modifié. Et bien sûr, on va parler des effets négatifs que ça a sur la santé des gens qui le cultivent et sur l'environnement. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous en avez appris, et que la prochaine fois que vous allez vouloir vous acheter un chandail neuf, vous allez penser à tout ça. N'hésitez pas à partager l'information, allez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos et allez aimer les pages Mouvement Zéro Déchet Abitibi-Témiscamingue et Ambassadeur Zéro Déchet Abitibi-Témiscamingue. Je poste mes vidéos là-bas aussi. D'ici là, faites attention à votre consommation et à la prochaine. Bye!